Pour moi, il rentre dans le langage dès qu'il vient au monde. Dès sa naissance, et même avant, je pense, puisqu'on sait que l'enfant entend la voix de ses parents très tôt, la voix de sa mère d'abord, et puis la voix de son père, ou enfin d'un autre adulte. On va verser 1 an, je pense, à peu près. Ça commence un peu à gazouiller, quoi. Mon fils va avoir 1 an et il commence déjà à faire des papas, des mamas. On peut penser que l'enfant, quand il apprend à parler, il commence à apprendre à parler avec ses premiers mots. Alors qu'avant l'étape, cette fameuse étape des premiers mots, où souvent les parents peuvent être contents parce qu'il va dire papa, maman, mais il y a plein d'autres choses qui se passent bien sûr avant, qui sont tout aussi importants et fondamentaux pour le développement langagier de l'enfant. Et il y a tout ce qu'on appelle du coup les modalités non verbales. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas encore les moyens linguistiques à proprement parler de s'exprimer, mais il va s'exprimer à travers d'autres modalités, et notamment les gestes, les expressions faciales, des mimiques. Et déjà, on voit que l'enfant sait communiquer. C'est juste qu'il n'a pas encore les mots ou les formes linguistiques pour le faire, mais il est déjà très compétent. Il sait se faire comprendre, il sait comprendre, mais il sait se faire comprendre également. Et pour ça, il va par exemple utiliser des pointages. Et il sait déjà que ce pointage, ça peut lui servir à parler du monde qui l'entoure, ou au contraire à agir sur l'autre en lui demandant quelque chose. Par exemple, si l'enfant veut absolument son biberon de lait, il va pointer ce biberon de lait pour amener un de ses parents à aller chercher ce biberon et lui donner. Donc on voit déjà toutes les capacités socio-pragmatiques que l'enfant a et qui lui permettent déjà d'entrer en communication. Et c'est important de montrer aussi à l'entourage de l'enfant que cet enfant, il a déjà plein de compétences en lui qui font partie aussi du langage et qui arrivent avant même ses premiers mots. Communiquer avec l'autre beaucoup, parce que je pense qu'on n'apprend pas à parler si on n'en voit pas l'utilité. La communication entre les parents et leurs enfants, autrement que par écran interposé. Quand les parents parlent entre eux, je trouve que ça assimile vite quand même un enfant. Un échange surtout privilégié, et puis passer des moments ensemble. C'est pas la peine de lui faire gousi-gouza. Voilà. Le jeune enfant va apprendre à parler. C'est vrai que c'est une question assez complexe, parce que c'est un processus qui est très riche. Riche parce qu'il va passer par plein d'étapes, riche parce qu'il y a plein de choses qu'il va devoir apprendre, à la fois s'exprimer, produire des sons, les percevoir, mais il va aussi devoir produire des mots, les combiner, et aussi mettre des mots sur ses intentions communicatives, toujours dans un objectif de communication. Et c'est vrai qu'il va passer par différentes étapes. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est notamment avec son entourage, l'entourage qui est à côté de ce jeune enfant, qu'il va commencer à construire sa langue, et qui va, grâce à ses expériences communicatives qu'il va avoir tout au long de sa vie, mais surtout dans ses premières années, c'est ça qui va lui permettre de construire sa langue. On sait que dans un premier temps, il va vocaliser, après il va y avoir l'étape du babillage, par la suite il va aussi avoir ses premiers mots vers 12 mois, et encore par la suite il va combiner des mots et puis allonger progressivement ses énoncés. On sait que plus ou moins tous les enfants passent par ces étapes, mais on sait aussi qu'il y a de très grandes variations à la fois de rythme, puisque tous les enfants, certes, peuvent passer par ces étapes, mais ce ne sera pas forcément aux mêmes âges. Il y a vraiment une très grande variabilité interindividuelle, et puis variation de rythme, mais aussi variation de style d'acquisition, puisqu'on sait que les enfants peuvent se développer différemment ou à travers différentes modalités. Pour donner juste un exemple, il y a un certain nombre de recherches qui se sont intéressées à ces profils développementaux, et on sait par exemple que même au sein d'une fratrie, les enfants ne développent pas de la même façon leur langage. Par exemple, Josie Bernico a fait une étude sur les premiers-nés et les seconds-nés au sein d'une même famille. Elle a pu voir que les premiers-nés avaient plutôt un style dit référentiel, où il va y avoir une focalisation plus sur le lexique, alors que les seconds-nés, eux, allaient avoir un style plutôt dit expressif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même expérience communicative, alors même qu'ils évoluent dans la même famille, souvent. Donc on voit bien que c'est ce que Josie Bernico a appelé ces puits-nés, ces seconds-nés,
souvent ils doivent faire leur place au sein de la dyade ou de cette famille. Et du coup, ils ont un style plus expressif, tourné vers de la régulation sociale. Donc on voit même que même au sein d'une fratrie, il peut y avoir des différences d'acquisition, et c'est intéressant de voir que finalement, c'est l'expérience communicative des jeunes enfants qui les guide vers ce développement langagier. Souvent, statistiquement, autour de 8% d'enfants, au moment où le langage se complexifie, en fait, autour de 3 ans, donc effectivement un petit peu avant, un petit peu après, quand l'enfant tout à coup acquiert beaucoup plus de vocabulaire et commence à utiliser une syntaxe plus complexe, il se trouve qu'à ce moment-là, il peut y avoir des ratés, et que c'est à ce moment-là, quand il y a du bégaiement, c'est à ce moment-là qu'il arrive. On va dire entre 3 et 5 ans, mais souvent autour de ces 3 ans-là. Ça peut être du jour au lendemain, ou progressivement, l'enfant il bute un petit peu sur ses premières syllabes, et puis petit à petit ça s'installe, les parents sont impuissants et effrayés. 3 fois sur 4, ça va se passer tout seul, mais quand même, une fois sur les 4, non. Donc c'est important de s'en occuper, c'est important quand ça arrive que les parents puissent être conseillés sur leur manière de s'adresser à l'enfant. Parce qu'en fait, chez un enfant petit, on ne va pas du tout, en tant qu'orthophoniste, intervenir directement, expliquer à l'enfant comment il faut faire pour parler, certainement pas. Et d'ailleurs, on va déconseiller aux parents de le faire, ce qu'ils ont la plupart du temps intuitivement commencé à faire en disant à leur enfant attends, calme-toi, prépare ta phrase dans ta tête. Même les enseignants vont dire il a un peu de mal à parler, je l'attends patiemment, je le regarde. Non, on va pas faire ça, parce que c'est comme si on regardait son enfant se noyer, quoi. Moi j'ai coutume de dire ça aux parents, ils comprennent très vite. C'est exactement ce qu'on essaye d'expliquer aux personnes qu'on forme, qui vont intervenir auprès des enfants pour les aider à apprendre à parler. C'est lorsque l'enfant n'y arrive pas, on ne va pas faire à sa place pour dire attends, je vais le dire puisque tu n'y arrives pas, mais on va l'aider à le dire. Et c'est comme ça que l'enfant va apprendre, c'est justement cet étayage, ces reformulations, cette aide qu'on va lui apporter pour l'aider à formuler, plutôt que lui couper la parole et le dire à sa place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement les parents souvent parviennent déjà à avoir ce type de conduite. On peut les aider à avoir conscience de ces conduites, mais par contre, ils savent déjà qu'on peut reformuler le propos de l'enfant, qu'on peut lui apporter une verbalisation, des modèles, mais ils savent déjà avoir un peu tout ce type de comportement, et parfois, ils ont juste besoin qu'on leur montre qu'ils ont déjà ces conduites étayantes, et qu'ils peuvent soit peut-être les produire de façon plus fréquente, mais en tout cas qu'ils ont potentiellement déjà tout ça à leur disposition et qu'ils savent le faire aussi. On va peut-être répéter souvent les mêmes choses, et puis on va revenir sur le livre qu'on connaît déjà, mais qu'on a tellement de plaisir à lire, et puis on va peut-être pas trop se casser la tête avec des mots nouveaux, mais on va rester dans quelque chose de tellement agréable. Et là où il est fluide, en fait, c'est là qu'on va aller et qu'on va rester. Parce que dans le cas du bégaiement, on va essayer de ne pas prendre de risques avec des concepts nouveaux, des nouveaux mots, des nouvelles manières de dire qui sont plus risqués par rapport à la perte de la fluidité. Le fait que l'enfant voit différentes personnes lui parler lui permet justement de voir les expressions du visage de différentes personnes et de s'approprier plus facilement le langage. On avait une nounou, ça se passait quand même super bien. La nounou, elle apprenait beaucoup de choses, je trouve. Ça dépend surtout de son bien-être avec les autres, ou de sa relation avec les autres, et qui commence avec celle qu'il a avec ses parents. Ce qui fait consensus, c'est qu'il faut s'inquiéter quand l'enfant, d'une part, n'a pas l'air de comprendre le langage qu'il entend, le langage qui est produit autour de lui, pour des raisons qui peuvent être très diverses. Il peut par exemple mal entendre, ça peut être aussi pour d'autres raisons. Donc il y a un consensus sur la compréhension qui doit vraiment être observé. Et puis il y a un consensus sur la communication aussi, le fait que l'enfant ait envie de communiquer et une appétence à communiquer. On a aussi des représentations différentes, et on peut attendre de son enfant des choses, une certaine vision du langage, des certaines formes de langage qui ne sont pas forcément celles que l'enfant produira à ce moment-là. Certains parents, par exemple, vont encourager des énoncés du type miam miam, des énoncés qui paraissent minimaux, qui sont très langage de bébé, et d'autres parents qui, au contraire, vont plutôt
reformuler, corriger, voire attendre que l'enfant dise beaucoup plus tôt, ou enfin dise tôt, la forme correcte. Donc quand on entend des parents ou des familles en général dire mon enfant ne parle pas, c'est toujours très compliqué parce que en fait on ne sait pas ce que c'est quand on est linguiste, on ne sait pas ce que veut dire ne pas parler. Est-ce que c'est pas de communication, pas de mots, mais alors est-ce que c'est vraiment pas de mots? Et quand on creuse un peu, très souvent on entend ah si, il dit papa, maman, gâteau, etc. Mais c'est pas du langage. Oui, d'accord, mais les choses vont venir. Il faut être patient. Faites la liste des mots et ils sont surpris finalement de voir. Voilà. Il y a un repère qui a à peu près, on dit environ 50 mots entre 18 et 24 mois, à peu près ça, bon, c'est très large. Et très souvent les parents disent mais le mien il dit pas 50 mots, mais en fait quand ils sont notés et quand on admet des mots en disant ah, ça veut dire ça. Voilà, et en tout cas ils l'utilisent et ils se rendent compte que c'est souvent au-delà des 50 mots, ça va vite en fait 50 mots. Ouais, tout à fait. Du point de vue plutôt du linguiste, on va dire, il y a des enfants effectivement qu'on observe en maternelle qui ont 4-5 ans et qui parlent très peu, qui vont avoir de grandes difficultés à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, à raconter quelque chose. Et ces enfants-là, sans être dans une pathologie, sans avoir vraiment de pathologie, ont en fait des difficultés à parler parce qu'ils ne sont pas stimulés. Ce sont des enfants à qui on ne parle pas ou alors très peu. On peut avoir du langage à la maison, mais ça peut être beaucoup d'injonctions. Ces enfants vont avoir peu de moments privilégiés où on va regarder une histoire, regarder un livre, parler de ce qui s'est passé la journée, faire un jeu et puis parler autour de ce jeu-là. Donc ces enfants n'ont pas vraiment de modèle linguistique, n'ont pas vraiment de repères pour justement s'exercer et puis faire des hypothèses sur la langue. On peut mettre en place, par exemple, dans le cadre scolaire ou périscolaire, des moments individuels avec ces enfants-là pour les stimuler et les aider à apprendre à parler. Et c'est important parce que si l'enfant ne sait pas parler, eh bien lorsqu'il va rentrer dans les apprentissages de la lecture-écriture, ça va se compliquer, puisqu'il va être difficile à un enfant d'apprendre à lire et à écrire quelque chose que lui-même en amont n'arrive pas à produire, à dire. Donc, et c'est ça aussi notre mission dans le cadre de l'association, c'est d'essayer d'aider ces enfants-là à partir d'un repérage des enseignants et de mettre en place des ateliers individuels, que ce soit autour du livre ou autour du jeu, mais de favoriser un échange langagier qui soit adapté à cet enfant, aux besoins de cet enfant-là, et d'essayer de lui offrir un maximum de nourriture langagière à partir de laquelle il va pouvoir tester des choses, tester ses hypothèses de la langue et construire développer son langage et construire sa langue. Ce qui est intéressant là avec les dispositifs qui sont mis en place par l'Asforel, entre autres, c'est justement comment on peut amener ces enfants à découvrir aussi le langage et à avoir d'autres formes de soutien à travers des activités du quotidien, des situations de lecture, de jeux, des activités qui sont ludiques, mais que c'est à travers ces activités aussi qu'on leur apporte du langage, un langage particulier mais qui est adapté à cette situation, adapté à l'autre, et qui montre à l'enfant aussi comment entrer dans ce langage, à communiquer avec l'autre, et que ce soit adapté à cette situation. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant de partir aussi de ce que l'enfant peut avoir dans son quotidien pour l'amener à développer davantage ses compétences langagières. Oui, c'est important que les enfants ne soient pas stimulés seulement sur le plan de la dénomination, c'est-à-dire pouvoir mettre des étiquettes en fait sur les objets à travers des questions du type qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle, mais qu'ils puissent puissent faire usage du langage dans des situations qui sont celles de la vie quotidienne, puisque au quotidien on passe pas beaucoup de temps finalement à étiqueter les objets. On a surtout besoin du langage pour oui, c'est ça. Développer sa pensée. Voilà, c'est ça. C'est pas uniquement apprendre à l'enfant à dénommer ou étiqueter le monde, mais c'est aussi développer à la fois le langage en lien avec la pensée. J'ai constaté la différence, parce que mon premier a été gardé en nourrice et mon second en crèche. Alors, bon, ils n'ont pas le même profil, mais quand même, j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y avait des sessions de vacances,
donc où mon second était avec nous. Il progressait beaucoup au niveau langage et qu'à chaque fois qu'il retournait en collectivité avec des pairs de son âge, j'observais presque comme une régression, ou en tout cas une belle stagnation, voire une régression, qu'il fallait récupérer après. On entend toujours un discours qui est en faveur de la crèche en disant c'est le meilleur espace de socialisation, on y voit du monde, on y voit d'autres enfants, on y voit des professionnels. Les professionnels sont justement des professionnels, elles sont formées, etc. Donc il y a un cadre qui peut être rassurant pour les parents et qui a tendance aussi à encourager à demander une place en crèche. Et ce que dit la maman tout à l'heure était l'inverse en fait, c'est un discours inverse de celui qu'on entend. Et elle disait, quand mon enfant ne va pas en crèche, il est plus compétent, enfin en fait il a l'air de tirer davantage profit des échanges qu'il a, des interactions qu'il a à la maison avec nous, que de ce qui se passe en crèche. En fait, on peut avoir deux regards. Soit un premier regard qui se dit, où on se dit finalement, le fait d'avoir plein de sources de langage, c'est-à-dire un langage qui est directement adressé à l'enfant, un langage que l'enfant perçoit, mais qui ne lui est pas directement adressé parce qu'il est adressé soit au groupe, soit à un autre enfant. Des échanges que les professionnels aussi ont parfois entre elles, des échanges que les enfants ont entre eux. Ça fait une variété, un réservoir en fait de langage, de sources de langage assez intéressant. Et puis surtout, les échanges à plusieurs font qu'on a plus d'occasions de parler, enfin potentiellement, mais surtout on a plus d'occasions de dire des choses différemment, d'avoir des conduites différentes, puisqu'il y a des moments où on va parler avec une seule personne, des moments où on va parler en groupe, des moments où on va parler avec un adulte, des moments où on va parler avec un enfant, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt le côté qui va être aussi, qui est plutôt valorisant en fait de la crèche. Et puis, il y a un autre côté qui est de se dire, oui, mais en fait, plus il y a d'enfants, plus il y a aussi d'individus dans un groupe, et moins on a d'occasion de parler. Ce qui est pas faux, hein, c'est-à-dire que certains enfants en crèche ne vont quasiment jamais prendre la parole. Alors, on peut le retrouver aussi à l'école, c'est très net. Certains enfants sont assez passifs dans l'échange. Et là, on revient sur la question du début, sur la compréhension. En fait, on ne sait pas pour ces enfants s'ils ne comprennent pas, s'ils comprennent mais qu'ils n'interviennent pas, s'ils ont envie de participer mais ils n'ont pas l'espace. Et donc là, c'est le côté moins valorisé et moins valorisant de la crèche, puisque ce groupe fait aussi que pour des enfants qui sont plus timides, plus en retrait, c'est pas forcément l'espace qui va le plus les stimuler. Pour autant, ce que montrent la plupart des études, c'est que quand l'accueil est de qualité, la crèche a des répercussions positives sur le développement langagier. Dans le passage de l'oral à l'écrit, ce qui va être très important, c'est que l'enfant sache parler. C'est-à-dire qu'il soit capable de produire un discours explicite, décontextualisé donc, et structuré, de façon à ce que quand il rentre dans l'écrit, il ait déjà ces structures qu'on attend du langage écrit. Si l'enfant n'arrive pas à faire des phrases, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de rentrer dans ces apprentissages-là. Donc pour travailler ce passage de l'oral à l'écrit, on voit bien ces enfants qui ne savent pas parler en maternelle et qui arrivent au CP, ils sont en difficulté, hein, ils sont déjà un peu en échec. Oui, et le niveau de vocabulaire aussi. L'enfant, quand il va se mettre à lire, c'est quand même beaucoup plus facile de déchiffrer des mots qu'on connaît déjà que des mots inconnus, c'est une évidence. Et donc les écarts, les écarts peuvent se creuser aussi là, rapidement. On ne cesse jamais d'apprendre à écrire, à la fois écrire comme acte d'organisation de sa pensée, de planification, de structuration, et puis l'écriture des mots, l'orthographe, etc. Et qui là, c'est un débat aussi autour de l'école sur la question de la place de l'orthographe, la place prépondérante de l'orthographe dans l'apprentissage. Pour les parents, c'est peut-être très important de transmettre une certaine langue ou une langue maternelle ou une langue qu'ils ont appris en premier. Mais parfois c'est difficile parce qu'elle ne trouve pas sa résonance à la crèche par exemple ou à l'école. Ils se développent plus vite, ils ont une plus grande facilité à se développer, à s'adapter je pense dans la société. À apprendre deux langues, ouais, c'est quand même plus simple.
ça permet d'ouvrir plus de neurones et je me dis que par la suite, il aura plus de facilité dans d'autres domaines, comme d'apprendre justement une matière dans d'autres domaines, comme l'histoire ou l'art, etc. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'idées reçues sur le bilinguisme et le plurilinguisme. On pouvait penser que le bilinguisme pouvait être un facteur créant un retard de langage ou ne favorisant pas un développement langagier, alors qu'on sait que maintenant, en tout cas, il y a un consensus vraiment à ce niveau-là. Le bilinguisme ne crée pas de difficultés langagières, ne crée pas de pathologie. Au contraire, l'enfant va développer des compétences dans ces deux langues, voire plus s'il est en contact de plus de deux langues. Et c'est vraiment extrêmement important d'en avoir conscience. Comme dans le cas du monolinguisme, en fait, il y a plusieurs voies de développement. Dans le cas du bilinguisme, c'est pareil aussi. Il y a plusieurs types de bilinguisme, plusieurs profils. Et forcément, les enfants vont prendre leurs expériences communicatives et ça va créer des voies développementales différentes. Mais c'est pas parce que c'est différent que c'est forcément une difficulté ou autre. Au contraire, ça crée une richesse aussi autour du langage, des expériences que l'enfant a, et c'est vrai que maintenant de plus en plus on se détache de ces idées reçues et on le voit bien dans le cadre du micro-trottoir que vous avez réalisé. Là, plus ou moins, et c'est intéressant de voir qu'aussi la société évolue à ce niveau-là et qu'on a plutôt un regard très très positif sur le bilinguisme et qu'on se détache des idées reçues qu'on pouvait y avoir il y a un certain temps, en tout cas. Ouais, pour certaines langues, oui. On est bien d'accord. Oui, pour certaines langues, parce qu'il y a toujours les langues qu'on considère être comme prestigieuses par rapport à d'autres langues qui seraient un peu moins prestigieuses, on va dire, et que c'est vrai qu'on peut avoir un regard sur le bilinguisme qui est totalement différent en fonction des langues auxquelles l'enfant est en contact, alors que le principal, c'est que l'enfant soit en contact avec des langues et qu'il puisse tirer parti de toute cette richesse, quelle que soit la langue. Pourquoi tu viens me chercher comme ça? Je viens pas te chercher, je m'approche de toi. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop quand je te vois pas, tu sais, je t'ai déjà perdue. Il y a l'arbre. Oui, va à l'arbre, c'est une bonne idée. En plus, tu seras à l'ombre. Ça tourne. Coucou. Coucou la caméra. Coucou.